Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mise dans la main d'un psychopathe. Vous avez la ref? C'est Albert Einstein. Bon, c'est peut-être un peu excessif, on va pas se mentir, mais ça me permet de vous parler du merveilleux métier de réalisateur. Je sais pas si vous connaissez le monde de l'audiovisuel, mais que ce soit pour un film, pour une série, pour une émission de télé, pour un défilé de mode ou pour un match de foot, il y a forcément un mec derrière les manettes qui pousse les boutons et qui choisit les plans qui seront diffusés à la télé. Et bah c'est pareil au foot. On a beaucoup parlé chez 11e art du bon travail de Prime Video, mais on a mis de côté un point qui personnellement me saoule de plus en plus, c'est la réalisation des matchs. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est bien entendu parce que cette Coupe du Monde déroge pas à la règle. Combien de situations de contre flinguées à cause d'un gros plan? Combien d'appels dans la profondeur massacrés pour se focaliser sur un dribble? Combien de sorties de balles jamais diffusées pour un zoom sur un copain en tribune ou un ralenti de Messi en train de refaire ses lacets? Et vous savez pourquoi ces choix? Deux choses. D'abord, l'avancée technologique des caméras. On fait des ralentis de plus en plus ralentis. On invente des objectifs de plus en plus qualitatifs. On trouve des axes qu'on ne connaissait pas avant. Et tout ça, bah, ça coûte de l'argent. Et quand tu as un nouveau jouet, faut l'utiliser. Mais au service de qui? Au service de quoi? Sûrement pas au service du foot, et encore moins au service de la compétition ni du jeu. Et je vous parlerai pas de VAR ce soir, promis. Salut à tous, bienvenue dans votre quotidienne préférée avec au programme aujourd'hui Olive et Tom, les Belges, les Footix et les Diaspora. J'aime bien vous balancer tout ça comme ça parce que dans son ensemble ça n'a absolument aucun sens. Mais heureusement j'ai avec moi une Dream Team qui va vous expliquer tout ça et on commence avec le taulier Valentin. Val, comment ça va mon vieux? Enfin mon jeune? Enfin t'as compris quoi? Écoute, ça va très bien, Alex. Et je voulais juste rajouter un petit truc justement dans par rapport à ton introduction. C'est que je pense qu'on a aussi affaire à un public différent pour la Coupe du Monde, qui attend d'autres choses que ce que les vrais connaisseurs de foot attendent. C'est-à-dire qu'ils veulent aussi voir des gars en tribune, ils veulent aussi, par exemple, le mythe de la nana déguisée, enfin habillée Croate là complètement. Ouais, la croate, enfin la croate ou la sud-américaine qui est méga canon et qui est entièrement maquillée à la couleur de son équipe. C'est aussi une forme de public et de réalisation différente. Ouais, tout à fait, et qu'on aime pas trop. Et avec toi aujourd'hui, Val, on fait notre première émission ensemble. J'en suis tout émoustillé. C'est Thomas que lui, pour le coup, je peux appeler mon vieux. Comment ça va? Eh bah ça va et toi, mon autre vieux? Bah ouais, Tout à bah l'heure, j'ai failli hurler Camoulox quand t'as fait le sommaire. J'ai cru que j'étais resté après le mag horrible de TF1 là, et que j'étais à l'émission d'Alain Chabat. Puis là, j'ai vu la tête de Val qui a réapparu, donc je me suis rassuré, tout va bien. Je suis au bon endroit. Ouais, parce qu'évidemment, cette petite intro, elle part du bazar d'après-match France-Tunisie, mais bon, on en parlera tranquillement. Je vous propose qu'on passe sur les matchs de la veille. Hier, on terminait, on clôturait le groupe C et le groupe D. On n'aura pas le temps de tout détailler, mais j'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué. Val, je t'ai fait une petite sélection. Tu as le choix entre la folie en Australie, la frustration tunisienne, l'Argentine en patron ou la qualif de la Pologne au carton. Tu retiens quoi? La malheureuse qualif des Polonais au carton, parce que j'aurais beaucoup aimé voir une autre équipe se qualifier que cette Pologne assez moribonde. Et j'aurais notamment aimé que les Mexicains qui ont proposé un petit peu plus de jeu, je trouve, ces phases de poule se qualifient. Voilà. Ouais, voire même l'Arabie Saoudite, en fait, tout sauf la Oui, c'est vrai. Pologne, quoi. C'est un peu l'idée. Thomas, il te reste les choix de Val et je me suis dit que si ça te plaisait pas, je t'ai rajouté le match sans grand intérêt de l'équipe de France. Ah non, Et surtout pas. voilà. Pardon, ça m'a déjà réveillé toute la nuit, du coup. Non, bah, je vais parler peut-être de la frustration tunisienne. Je trouve ça dommage parce qu'ils ont été assez intermittents dans cette compétition et on en avait parlé dans les previews. C'est une équipe qui avait du potentiel. En plus, j'ai entendu Wabi Kazri, qui est quand même un joueur de notre Ligue 1 qu'on connaît maintenant depuis longtemps, qui parlait après match, faisait un petit débrief et lui-même reconnaissait qu'il s'était un peu tiré une balle dans le pied avec ce match contre l'Australie parce qu'il y avait de la place. Donc voilà, je les embrasse et c'est vrai que j'étais aussi déçu qu'eux parce que l'Australie, je vous avoue que
aller zoner à Grand Boulevard avec les touristes, ça m'intéresse beaucoup moins que la qualif tunisienne. Bah, tu sais, en plus, moi, pour la petite anecdote, j'ai un groupe WhatsApp avec mes cousins. On s'est parlé au taquet pendant le match du Danemark. On s'est écrit beaucoup jusqu'au but de l'Australie. Et depuis, j'ai plus de signe de vie. Donc, tu vois, c'est vraiment, il y a un truc qui a switché, Bon, j'espère switché qu'ils à vont ce bien quand même. moment-là. T'as essayé de Ouais, changer bah les écoute. piles de ton GSM ou pas? Non, mais j'envoie des fax, moi, Val. Ah oui, c'est ça, je comprenais pas. Donc, normalement, ça passe, quoi. Je vous propose qu'on enchaîne et qu'on passe aux chroniques. On va procéder par groupe et par ordre de diffusion. Cet après-midi, on a un Canada-Maroc à 16h. Canada-Maroc, ça a évidemment inspiré Jean-Baptiste Guégan qui voulait faire un focus sur les diasporas canadiennes et marocaines. On l'écoute tout de suite. JB, pour le 11e jour consécutif, tu es avec nous, ce qui me permet de te souhaiter tout d'abord un très beau mois de décembre. J'espère que tu as ouvert ton petit calendrier de l'Avent. J'ai même préparé pour ma fille. Et Et ça, voilà, c'est voilà. super, JB, bravo. Homemade. Et du coup, pour bien préparer ces fêtes de Noël qui approchent, tu voulais nous parler du match Canada-Maroc. Et alors, je dois te le dire, je dois faire un statement. Mon cœur est déchiré. Car le Canada, oh mon Canada, hein. Parce que le Canada, c'est un peu la famille. Et de l'autre côté, il y a le Maroc, où on a tous des potes marocains. Même si t'as pas de potes marocains, tu trouves que t'as des potes marocains très vite. Parce que dès que tu parles de foot, il y a toujours un Marocain quelque part. Et là, entre Saïd, Mousse, et puis tous les potes que j'ai au Canada, mon cœur est déchiré. D'accord. Donc, je vais souhaiter une chose, c'est que les deux se qualifient, même si ça va pas être possible. Et ça va être un derby qui va être intéressant. Ça va vraiment être le derby des diasporas. Il y a beaucoup de Canadiens qui viennent au Maroc, parce que le temps il est un peu plus clément, il faut le dire. Et puis de l'autre côté, il y a beaucoup de Marocains qui sont aussi expatriés en Amérique du Nord et a fortiori au Canada. Et il y a vraiment un rapprochement entre les deux qui est assez intéressant. Je pense que ça va déchirer énormément de gens. Et j'espère que ce sera surtout un très beau match. On a deux belles équipes. Alors une canadienne qui est extrêmement offensive et une marocaine qui est assez sympa à voir aussi. Les deux défensivement, c'est prenable. Ils n'ont pas de relation spécifique l'un avec l'autre. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de contentieux. Éventuellement, ils ont un point commun, c'est qu'ils parlent le français et pas tous. Mais en deçà, ça va vraiment être intéressant. Parce que ça va surtout être un match Ligue des talents. Oui, c'est vrai. Il Avec y aura une. beaucoup de joueurs de notre Farmers League à nous Ouais. qui seront sur le terrain. On est déjà le principal fournisseur d'émotions de cette Coupe du Monde, faut pas l'oublier. À qui tu fais référence là? C'est simple, si tu regardes le nombre de buteurs depuis le début de cette Coupe du Monde, le plus grand nombre de buteurs évolue dans le championnat de France. Car oui, monsieur. C'est le championnat du millénaire. C'est le championnat du millénaire. Oui. Alors bon, ok, c'est les joueurs qui ont joué à Lorient et qui sont passés dans des clubs improbables. Tu parles du 3e du championnat de France? Oui. Alors je te parle aussi du club qui a eu Memphis Depay. Donc à un moment donné, voilà. Et Karl Toko Ekambi. Ah, Toko Ekambi. C'est ça le problème, c'est que je te lance sur Belgique, sur Canada-Maroc et toi tu brilles sur Toko Ekambi. D'accord. Non, en tout cas, ça va être un beau match très sympa et c'est dommage parce qu'il y a une des deux équipes qui va rester sur le flanc. Et on aurait bien voulu voir ces deux-là aller plus loin. Ce qui va surtout être intéressant, et je pense surtout pour le Canada, c'est que la génération canadienne qui est là, elle est extrêmement prometteuse. Elle sera très, très difficile à jouer en 2026. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que tu avais quand même pas mal vu juste. Me permet de dire un petit mot sur le match Croatie-Belgique.
puisque tu nous avais dit que la Belgique était un État un peu divisé, visiblement, et que c'était un peu à l'image de son équipe aussi. Et visiblement, les fractures et tensions au sein du vestiaire semblent être complètement ouvertes, comme on dit. Ah bah là, l'élimination va leur faire mal. Et surtout, tu vois juste les déclarations de Kevin De Bruyne, hein. Tu veux le thermomètre de cette équipe, tu regardes ce que Kevin De Bruyne balance comme saucisse en conférence de presse et t'attends. Et tu te dis, ça va vriller. Et après, si tu veux te faire une petite émotion, tu te fais une capture d'écran de la tête de Courtois après avoir pris ses 2 buts. Et ça, franchement, ça vaut tous les Mon Chéri du monde. Et on sait que c'est dégueulasse, le Mon Chéri. Mais Ouais. voilà. C'était gratuit. Très bien. Bon, bah, merci pour cette petite analyse géopolitique. Journée moins fournie aujourd'hui en termes de contexte géopolitique, mais on revient évidemment demain avec un premier bilan de ces Coupes du Monde, de ces 12 premiers jours de compétition. Et on parlera évidemment, par exemple, de la situation au Qatar. Où en est le Qatar dans sa stratégie de soft power à travers cette Coupe du Monde. Donc voilà, programme plus calme aujourd'hui, mais on revient demain. Merci JB. Merci Jean-Baptiste. Les gars, petite réaction sur ce match. Canada déjà éliminé, Maroc qui doit se qualifier. Vous attendez quoi? Moi, j'attends clairement un gros match des Marocains et je leur souhaite d'aller au bout. Et l'élimination de la Belgique dans le même temps. Ouais, faire d'une pierre deux coups. C'est justement la deuxième partie de ce groupe. C'est le Croatie-Belgique qui est un match sous grosse tension. Vous avez tous vu passer dans la presse les altercations dans le vestiaire. Martinez, le coach, qui a l'air complètement largué. Et ça a inspiré Thomas pour une chronique joyeuse et sympathique. Ouais, et vous verrez, j'ai une toute autre issue à la fin de cette chronique. Larousse, dictionnaire de la langue française. Seum, nom masculin, familier, de l'arabe, sem, venin, vif ressentiment mêlé d'écœurement. Avoir le seum, expression, familier, être très énervé, dégoûté, comparable à avoir la haine. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vous parle de l'équipe de football belge. En très mauvaise posture à quelques heures d'un match décisif contre la Croatie, qui avait fait mieux qu'elle en 2018, le seum, qui n'a pas été flamboyante, mais qui reste d'une sérénité sans faille et sort d'une victoire 4-1 contre le Canada, dépassée par les cadres croates, vieillissants certes, mais toujours efficaces. L'équipe belge, elle, s'est faite manger par le Maroc, motivée pour faire tomber le pays d'accueil d'une grande partie de sa diaspora, dédicace JB, comble du comble pour une équipe qui a le seum, les rues de sa capitale investies par les supporters marocains, en fait, pendant qu'eux étaient occupés à autre chose. Considérée comme une génération dorée depuis 2014, la Belgique n'y arrive pas, et si on s'y penche de plus près, ce n'est pas surprenant. Pour rappel du parcours, Coupe du Monde 2014, quart de finale perdu contre l'Argentine, plus forte. Ce jour-là, on se dit qu'on apprend et que ça va venir, parce que pour ceux qui s'en rappellent, il y avait de la place. Une graine de somme est plantée. Euro 2016, quart de finale perdu contre le Pays de Galles survolté, alors que la Belgique avait clairement déclaré jouer le titre. L'arbuste du somme grandit. Coupe du Monde 2018, saison officielle du SEUM, une sortie par la petite porte en demi-finale contre un bloc français qui n'a pas craqué malgré la grosse domination rouge et noire. S'ensuit des conférences de presse lunaires de ses cadres, reprochant à la France d'être une équipe défensive et qu'ils auraient mérité de gagner cette Coupe du Monde à notre place, comme si le foot c'est juste, comme si le foot ça n'était pas romantique. Ah, ça leur a fait tout drôle à la belle famille de me voir réciter du... pardon, j'ai confondu mes filles. Joanne. Et ce SEUM alors, c'est devenu un arbuste, un roncier incontrôlable. On ne voit plus que ça. Sorti en quart du dernier Euro par une Italie clinique, ils ont perdu Hazard qui n'a pas fait un bon match depuis son départ de Chelsea. La génération vieillit comme ma voisine du dessus. Plein de rancœur contre les autres, puis maintenant contre eux-mêmes. Vertonghen et De Bruyne qui se font la guerre par médias interposés en se traitant mutuellement de vioques. Inutile au système de production. On dirait le cabinet d'Emmanuel Macron quand il a pour objectif de nous sortir de la retraite avec Alex pour nous remettre au boulot, alors que tout ce qu'on veut, nous, c'est juste aller à la pêche. Hein, mon Lexou? Putain, c'est On lui clair. aura roulé dessus en 4L à cette foutue vie. Hein. C'est clair. Bref, il faut rappeler que ça avait mal commencé, cette histoire belge, quand en 2012, le gardien de la sélection décide de coucher avec la copine du génie rouquin. On envisageait mieux pour démarrer le cycle Génération Dorée. Pour la petite histoire, je la connais bien, cette Belgique. J'y ai même vécu et j'ai encore de nombreux amis. Et au foot ou ailleurs, ils nous reprochent toujours la même chose. Vous, les frousses, vous êtes trop dickneck, vous faites tout en stummelings, trop stuffer. Bon, en gros, on a la bouche trop grande, on se la raque. Alors quoi? Vous êtes devenus français ou quoi chez les diables?
Hazard qui se pavane en conférence de presse alors qu'il a pas réussi un contrôle depuis 5 ans. Même moi, je suis capable de lui mettre double contact roulette. Vertonghen qui raille sa lenteur alors qu'il traîne plus de caravane que Marcel Campion quand il arrive place de la Concorde pour installer sa grande roue. De Bruyne dans les 5-6 meilleurs joueurs du monde, qui roule sur la première ligue comme le 81 quand il descend rue Les-Broussards vers la place Flaget, mais qui met minimum 3 matchs à rentrer dans une compétition nationale et qui continue de faire la gueule sur et en dehors du terrain. Alors pitié, vous nous foutez la paix, vous nous laissez nos déviances nationales et vous redevenez vous-même. Sinon, j'ai bien peur qu'après la Croatie, votre somme Roncy-Arbus, là, ça devienne un bon gros somme forêt. Et c'est pas vraiment ce que je vous souhaite, quand même. Faut que vous soyez là pour qu'on vous tape en demi, non? Ouais, c'était génial, Thomas, franchement. Elle déchire ta chronique. Je les Val, embrasse très fort. bah, eux, je pense pas, mais écoute, après tout, on s'en fout, hein. Val, Je prends des risques. Je vais peut-être être interdit de Belgique, tu sais, comme Booba quand il est interdit de je sais pas quelle ville parce qu'il a. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais t'as raison en plus, tu vois, moi je commençais à en avoir marre qu'on revienne sur le Somme belge, et puis je sais plus sur quel match Thibaut Courtois à cette Coupe du Monde c'est encore plein de l'attitude trop défensive de l'équipe en face. Val, au-delà de la génération en fin de piste que décrit Thomas, est-ce que le coach a pas aussi une grosse part de responsabilité dans ce petit désastre annoncé là? Non, bah écoute, je pense que c'est une fin de cycle, mais après, il y a une belle Ouais, oui. génération qui arrive derrière. Va juste falloir trouver la personne qui arrive à faire le lien entre les deux, parce que la génération des Courtois et De Bruyne n'est pas complètement finie encore. Et donc, il va falloir réussir à enclencher cette transition. Mais ça s'annonce sympa. Ouais, ouais, il y a beaucoup de boulot en Belgique. On passe au groupe E. On a deux matchs avec bon, un scénario qui a l'air un peu écrit où l'Espagne et l'Allemagne se qualifient, mais on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise. Japon-Espagne à 20h. C'était évidemment l'occasion de parler encore un peu plus de cette équipe japonaise qui nous a tous beaucoup plu, et évidemment de l'influence très forte qu'a eu Olivier Tom, ce manga qu'on a tous déjà vu, qui nous a tous marqué, et c'est Buntavi Suvilai qui nous en parle aujourd'hui. Alors bonjour Buntavi, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler du Japon et puis pour parler plus particulièrement de Captain Tsubasa, qui est un manga japonais connu de tous, l'équivalent de Olivier Tom en France, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon nommé Olivier Hatton qui est passionné de football et qui souhaite devenir le meilleur joueur du monde. Il y a évidemment des noms mythiques qui vont émerger de ce manga comme Thomas Price ou Mark Landers, le rival d'Olivier. Et c'est un manga qui va paraître dans les années 80 et qui va rencontrer un fort succès au niveau international. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ce manga est perçu au Japon à sa parution? En fait, le manga au Japon, enfin ce manga, c'est le manga qui a lancé la Japan League. C'est-à-dire qu'avant ce manga, il y avait à peine 4% de la population qui faisait du foot. Le foot, c'était un truc pas du tout connu, et lorsqu'il a commencé à faire le manga, il a dû expliquer un peu en quoi ça consistait. Et c'est aussi pour ça qu'il a pu se permettre des tas de trucs totalement fous, genre deux personnes qui shootent dans le même ballon, des coups de pied retournés, des catapultes incroyables. Enfin voilà, à l'époque, personne connaissait le foot. Et tous ces trucs totalement débiles, qui nous paraissent débiles parce qu'on connaît le foot, bah, pour les Japonais, c'était extraordinaire. Du coup, ça a vraiment lancé le football au Japon. Et 10 ans après l'apparition du manga, il y a la première ligue professionnelle, la J-League, qui est née. Parce qu'à l'époque où lui, elle a commencé, il n'y avait vraiment rien, quoi. Ah ouais, bah d'ailleurs c'est marrant quand on voit les conséquences en termes de résultats, notamment par rapport à la sélection japonaise, parce que donc le manga, comme je l'ai dit, apparaît dans les années 80. À ce moment-là, le Japon ne s'est jamais qualifié ni pour une Coupe du Monde, ni même pour une Coupe d'Asie. Attends, alors par contre, ils ont gagné des prix au JO, à une époque où c'était pas les pros qui jouaient. Et en fait, les premiers matchs où le Japon gagne au JO, ça a quand même déclenché la création de premiers mangas sur le foot. C'est juste que les premiers mangas sur le foot, ils n'ont pas eu de succès. C'est vraiment Captain Tsubasa qui a lancé le foot au Japon, quoi. Et c'est pour ça que par la suite, lorsqu'il y a l'équipe de foot féminine, on demande aussi à ce même auteur de faire une mascotte féminine. C'est vraiment une espèce de cercle vertueux entre la fiction et les trucs qui nous paraissent totalement fous et la réalité. Il y a vraiment, c'est la fiction qui donne envie aux petits de s'intégrer dans des clubs. Ils vont devenir des athlètes, et ensuite ces athlètes vont ensuite être dans des mangas de sport.
Et de manière plus générale, est-ce que l'industrie du manga, c'est quelque chose qui reflète ce que c'est que ce qu'est la société japonaise? Il y a un autre manga qui est assez connu, qui est sorti plus récemment, qui s'appelle Blue Lock, qui a Ouais. aussi une influence assez importante. Ouais, Euh, ouais. En fait, c'est pas un reflet direct. C'est-à-dire que Blue Lock, c'est la conséquence de Captain Tsubasa. Dans Captain Tsubasa, le héros, c'est un milieu de terrain. Et du coup, tout le monde va être milieu de terrain au Japon. Alors évidemment, tu peux pas avoir 3000 milieux de terrain. Donc Blue Lock, c'est un peu la réponse, quoi. C'est bon, alors on a perdu. On a un seul même profil de joueur. Il va falloir qu'on trouve d'autres trucs comme des attaquants au hasard. Et donc Blue Lock, en fait, c'est ça. C'est le Battle Royale au niveau du jeu vidéo, appliqué au manga de sport, appliqué aux vrais problèmes de l'équipe japonaise où pendant très longtemps, tout le monde avait juste Captain Tsubasa en tête, quoi. ouais. Mais donc c'est vraiment, on se rend pas compte de l'influence de l'industrie du manga là-bas. C'est-à-dire que ça a quand même influencé Oui, tout un c'est-à-dire que sport. le foot, enfin le sport de façon générale, c'est ultra lié au manga. Les premiers mangas à succès, c'est des mangas de sport, c'est des mangas de baseball. Et il y a, comme je le dis, un cercle vertueux. Ensuite, lorsque l'équipe de volley féminine gagne au JO en 64, il y a plein de mangas de volley féminin qui sortent. Et du coup, ça entretient aussi toute l'équipe de la pratique sportive. Donc, si tu veux, il y a toujours des cercles vertueux qui se mettent en place. Il y avait un truc avec une judoka japonaise qui gagnait, donc c'était un manga. Et ce manga, en fait, a donné l'impulsion à plein de jeunes filles pour faire du judo. Et ensuite, pour les médias, en fait, c'était l'héroïne de ce manga de judo qui était incarnée dans la réalité. Donc, si tu veux, il y a vraiment ce feedback positif entre la fiction et le sport. Et souvent, du coup, maintenant, il y a des associations, des fédérations qui essaient de sponsoriser leur équipe. Donc, par exemple, lorsque tu as des trucs comme au niveau de l'équipe de France, on a demandé à ce même auteur de manga de redessiner façon manga certains personnages de l'équipe de France. Mm. C'est la même chose avec l'équipe de Barcelone, on l'a invité, on lui a demandé de redessiner certains personnages. Donc, si tu veux, c'est vraiment c'est un moteur de promotion, en fait, du Ouais, vrai sport. c'est même ce qui avait été fait, je crois, au moment de la liste de Didier Deschamps. Ils avaient reformulé, ils avaient reformé, comme tu le disais, en mode dessin un peu animé, manga, etc. Tous les joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Bon, on va finir par un petit instant promo, parce que tu as quand même écrit plusieurs livres sur le monde du manga et les jeux vidéo, notamment le dernier Indie Games. Bah écoute, le truc le plus direct, en fait, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment tous les animés de sport, donc pas seulement Olive et Tom. On est sur un format podcast, donc les gens ne voient pas. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu montres? Ah, désolée, j'oubliais. En fait, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Le sport animé. Donc ça retrace 50 ans de séries sportives au Japon. Donc c'est vraiment tous les sports qui existent ou n'existent pas, mais qui sont transformés en manga de sport au Japon. Et c'est le truc le plus directement intéressant pour les gens qui aiment le sport de façon générale. Et on pourra découvrir qu'il y a non seulement plein de trucs sur le foot, mais aussi sur le rugby. Enfin voilà quoi. Donc le principe, c'est au Japon, le manga et le dessin animé, ça fait la promotion de tous les sports, même les sports qui n'existent pas. C'est-à-dire, si tu veux faire du skate, mais avec des planches qui volent, c'est possible, il y a un manga pour ça. Génial. Est-ce que tu peux nous redonner le nom et l'éditeur? Alors, le nom, c'est Le sport animé, 50 ans de séries sportives au Japon. Et l'éditeur, c'est Yinis Édition, Y2NIS. Parfait. Bah, merci beaucoup, Buntavi, pour d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre. Val, toi, tu voulais t'attarder sur un type, je dirais même une race de supporters assez particulière. Et oui, ça y est, on y est. Tout allait jusqu'ici très bien. On était tranquille dans notre coin, de 11h à 22h, à mater des Qatar-Équateur et des Japon-Costa Rica, sans que personne ne vienne nous prendre la tête. Le boycott avait commencé à faire son effet, les premières chutes d'audience se faisaient ressentir sur les réseaux sociaux, où les experts en médiamétrie avaient dégainé leurs meilleurs arguments pour démonter ce mondial. Seule Sandrine de la Conta avait jusqu'ici sorti ses premières bribes d'expertise après la victoire de l'Arabie Saoudite, avant de se raviser, constatant sa dégringolade au classement MPP. Force est de constater donc qu'un certain retard à l'allumage a été pris. Mais ça y est, ils arrivent, certains sont même déjà là, ils sont prêts à venir nous tanner pendant le reste de la compétition. Vous voyez de qui je veux parler, les gars ?
Évidemment, on les voit gros comme une maison. Ils sont nés en 98. Exactement, les C'est Footix. dégueulasse de parler de Tom Abadi comme ça. Voilà. Mais vous l'avez bien compris, les Footix, c'est sur ça que je voulais faire ma chronique aujourd'hui. Et du coup, je me suis posé la question de savoir s'il existait des bons Footix. Alors, pour essayer de donner quelques éléments de réponse, j'ai décidé de repartir du début. Qu'est-ce que c'est un Footix? Pour ça, j'ai été me replonger dans les archives et j'ai retrouvé un article des Cahiers du football, le site de l'anti-Footix par excellence, soit dit en passant. Un article donc qui proposait une définition du Footix. On reconnaît les concepts fumeux à l'impossibilité de leur associer une définition claire. Bon, super, ça commence bien. La suite. C'est le cas du Footix, tour à tour supporter à distance, amateur d'équipes à la mode ou de plusieurs équipes à la fois, ignorant des règles et du jeu. Un mauvais connaisseur de football aux humeurs changeantes, s'emballant inutilement à l'occasion de holas embarrassantes ou conspuant bêtement un joueur en méforme. Le Footix c'est tout cela à la fois, c'est-à-dire rien de bien identifiable. Bon, suite à cette dernière phrase qui sur le papier ne m'aide donc pas trop à répondre à ma question de savoir s'il existe des bons Footix, essayons de répondre chacun des arguments cités pour catégoriser le type de personne. Le Footix pourrait être Footix car il serait donc supporter à distance. Bon, ça c'est probablement la partie la plus idiote de cette définition, car il en va de soi que nous n'avons pas besoin de nous déplacer au Qatar pour exprimer notre amour pour notre pays. Réponse qui fonctionne aussi quand on parle des clubs de foot, pour laquelle la fièvre des supporters peut être parfois encore plus intense que pour la sélection nationale. Et je vous invite d'ailleurs à aller écouter notre émission de Sous le capot avec Ludovic Lestrelin, publiée le 9 novembre dernier, si vous voulez avoir une véritable réponse sociologique à cette question. La deuxième raison qui permettrait de soupçonner quelqu'un d'être un footix serait sa fascination pour les équipes à la mode. Bon, hormis Tom, que j'ai envie de considérer moi-même comme un footix parce que ça me fait plaisir, je crois que cette partie de la définition est elle aussi assez fausse. Pour rappel, le football est un jeu. Attirer irrésistiblement son regard vers une équipe à cause de sa capacité à maîtriser les rudiments d'un jeu est-il un acte d'adultère répréhensible? Je vous pose la question à vous, les anciens qui êtes en couple depuis des lustres maintenant. Est-ce que vous considérez comme un acte répréhensible? Tu veux que je me fasse défoncer ou quoi? Pour moi, Bah, c'est ça, c'était ça là-dessus. Oui, mais aimer et apprécier, c'est pas pareil. D'accord. Reste donc la dernière partie de notre définition. Les footix ignorent les règles et le jeu. Ne pas connaître les règles d'un jeu ferait donc de toi une personne méprisable. Contre-exemple, vous pensez vraiment que Jules s'est régalé quand il a siroté sa première bière? Mais non, il a appris, ce fut un long travail d'apprentissage, il a fallu ne pas vomir avant la fin de la première bière, puis en tester d'autres, apprendre à découvrir les saveurs, le malt, le houblon, réussir à ne pas vomir après la 8e pinte, bref, tout ça prend du temps. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça finalement? Je voulais juste vous dire que, pour moi, un bon footix, c'est juste un mec qui débarque tous les ans parce qu'il aime l'esprit des grandes compétitions. Et ça, on peut le reprocher à personne. C'est kiffant en même temps, nous aussi on adore ça. Et je voulais terminer cette chronique justement en enfilant mon costume du moralisateur. Surtout, si vous vous considérez comme un footix, un bon footix comme je viens de le décrire, ne vous empêchez pas de vivre votre passion. Si vous aimez le football, pas de souci, mais renseignez-vous avant de clamer haut et fort votre expertise. Est-ce que Zach, par exemple, oserait donner un avis scientifique sur la pandémie de Covid-19 alors qu'il se baladait encore à poussette à l'époque? Probablement pas. Est-ce que Thomas pourrait prétendre un jour être un expert sur le domaine de la musique? Je ne pense pas non plus. Est-ce qu'Alex pourrait nous raconter la création de l'alphabet cyrillique en Mésopotamie en moins 4000 avant Jésus-Christ? Bon, là, il y a peut-être une exception, mais Ah, c'est là peut-être oui, parce qu'il là a oui. vécu. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Bref, si vous vous considérez déjà comme un bon footix, que vous voulez devenir expert sur ce sport complexe, lisez, allez au stade, renseignez-vous et surtout, surtout, écoutez-nous. Waouh. merci Val. Et surtout, je pense qu'il y a un truc qu'on peut. Parce que même si ton message est plein de tolérance, il y a quand même des choses à interdire. Par exemple, le clapping. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que le clapping est absolument interdit dans n'importe quel stade de France? Le clapping, la hola. Ouais, il y a plusieurs choses à citer. Là, oh là, je me barre, tu vois, ça y est. Même si c'est la 12e minute, je me barre. ça fait cher la place quand même. Merci pour cette super chronique Val, et c'est ce qu'on se disait quoi. C'est en fait, t'as le droit d'être curieux, t'as le droit d'aimer, d'avoir des courants, des émotions plus ou moins fortes. On en ressent tous en regardant des équipes. C'est juste que on se met pas à hurler et à avoir la même émotion. Voilà, il faut mesurer son émotion. C'est ça que je dirais pour rester tranquille. Merci beaucoup les gars, c'était super cool. J'ai passé un moment vraiment sympa avec vous. On a bien rigolé. Vous ne saurez jamais pourquoi, mais sachez que on s'est bien marré. Elle a été très très longue cette émission. Ouais, à monter, ouais, Val, il y a un peu de boulot. On se retrouve évidemment demain pour la suite de votre quotidienne. Et d'ici là, portez-vous bien et kiffez le foot.